Bonjour à tous, c'est Caro. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi pour cette première étape du WinDev Tech Tour 26. Bonjour, c'est Manu. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous. Vous allez voir, on a plein de choses à vous montrer. Et bonjour, moi c'est Marc. Bienvenue à tous pour cette édition spéciale du WinDev Tech Tour. Qui dit Tech Tour, dit technique. Alors pendant ces 3 workshops de 1 heure chacun, on va vous présenter sur des exemples concrets les nouvelles technologies qui sont apparues dans les versions 26 de WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Et on va aussi vous donner plein d'astuces et des conseils d'utilisation. Alors j'espère que vous êtes prêts. Il est 14h01, on est en direct avec vous pour 1 heure de technique. Et c'est parti pour cette première session. Et on commence avec un sujet sur l'UI de vos applications. On va parler de la saisie obligatoire non bloquante. Alors vous le savez, une des plus grandes sources d'erreurs en informatique, c'est à la saisie, à l'entrée des données dans la base de données. Donc c'est quand l'utilisateur ne saisit pas les bonnes données et que l'application ne vérifie pas les bonnes saisies. Et pour lutter contre ces erreurs, WinDev vous propose depuis... Depuis toujours. Ah oui, depuis toujours. WinDev vous propose des contrôles évolués avec les masques de saisie prédéfinis ou ceux que vous définissez vous-même. Vous avez aussi les bornes automatiques et bien sûr les champs à saisie obligatoires. Donc l'utilisateur ne peut pas valider le formulaire si un champ à saisie obligatoire n'est pas renseigné. Vous avez peut-être déjà été confronté à ce cas, une fenêtre de saisie de contact, dans laquelle le nom est bien sûr en saisie obligatoire. Si l'utilisateur rentre dans le champ, il ne peut plus sortir tant qu'il n'a pas saisi le nom. Alors en soi, c'est cohérent, puisque de toute façon, la saisie est obligatoire. Mais des fois, l'utilisateur il se retrouve bloqué. Tiens, je vous donne un exemple concret. Comme vous le savez, je suis commercial. Des fois, je suis au téléphone avec un client et je lui demande ses coordonnées. Mais je ne sais même pas son nom et lui, il me donne tout de suite son 06. Mais moi, mon curseur, il est bloqué dans le champ nom. Donc je ne peux pas sortir. De toute façon, en ce moment, personne ne peut sortir. C'est pas faux. Eh bien, depuis qu'on a les applis en version 26, je suis plus bloqué et je peux sortir des champs obligatoires. Tu veux sortir des champs? Tu veux aller en ville ou quoi? Mais non, Manu, c'est juste que la vérif, elle est faite quand on valide la fenêtre. Allez, je vous montre comment ça marche. J'ai ici une autre version de la même fenêtre. Dans cette fenêtre-là, j'ai utilisé la nouveauté 26 de la saisie obligatoire non bloquante. Alors vous voyez, l'utilisateur, il peut passer librement d'un champ obligatoire à un autre. Regardez, je suis dans le champ nom, je passe dans le prénom, dans la date de naissance. L'utilisateur, en fait, peut saisir dans l'ordre qui lui convient le mieux, ou dans l'ordre où il a les infos. C'est beaucoup plus confortable pour lui. Alors, bien sûr, pour valider la fenêtre, tous les champs qui sont en saisie obligatoire doivent être remplis. Sinon, voilà ce que ça donne. Vous voyez, l'application signale les champs qui sont obligatoires et qui ne sont pas remplis. Alors, comment j'ai activé ce nouveau mode de saisie obligatoire dans cette application? Eh bien, je vous montre. Pour ça, je passe en édition. Alors déjà, pour commencer, où est-ce qu'on configure la saisie obligatoire? Bien, c'est ici, dans les 7 onglets du champ, dans l'onglet Détails. Il suffit de cocher la case Saisie obligatoire. Alors vous pouvez aussi configurer la saisie obligatoire par programmation avec la propriété saisie obligatoire. Quand la saisie obligatoire est activée pour un champ, vous avez 2 choix. La nouvelle méthode de validation de la version 26 ou la saisie bloquante, comme dans les anciennes versions. Ici, bien sûr, on a choisi la nouvelle méthode. Une fois qu'on a fait ça pour les champs, il y a juste à mettre un peu de code dans le bouton Valider. Alors, ce code, c'est quoi? Regardez, on utilise simplement la nouvelle fonction WLangage saisie invalide detect. Cette fonction, elle renvoie vrai si au moins un champ à saisie obligatoire n'est pas renseigné, ou si la saisie ne respecte pas le masque ou les bandes définies. Le plus simple dans ce cas, c'est de revenir en saisie en faisant un simple reprise saisie. Ou alors, vous pouvez aussi faire des traitements, je dirais, un peu plus personnalisés, comme on a fait dans cet exemple. Avec la nouvelle fonction WLangage saisie invalide liste champ, vous pouvez obtenir la liste de tous les champs qui sont invalides. Alors une fois que j'ai cette liste, je fais 2 choses. J'affiche un toast avec le nombre de champs qui sont invalides, et ensuite je retourne en saisie dans le premier champ qui est invalide. Et puis bien sûr, la mise en évidence des champs valides, vous pouvez la personnaliser. Dans notre appli, on a mis un joli rouge pastel. Alors regardez, voilà quelques autres exemples de ce que vous pouvez faire. Et je reviens sur la fenêtre et je vous montre comment faire cette personnalisation. Alors c'est facile, il suffit de cliquer sur texte et options d'affichage.
Là, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez finement paramétrer. Alors, dans le premier onglet, c'est la personnalisation de l'affichage pour la saisie obligatoire. Et dans le deuxième onglet, c'est la personnalisation pour les saisies invalides, en fait, les saisies qui ne respectent pas le masque ou les bornes. Alors à chaque fois, vous pouvez modifier le style du champ, donc ça on va vous montrer juste après. Vous pouvez afficher un picto dans le champ ou vous pouvez utiliser un texte d'explication. Et les options sont bien sûr combinables, c'est comme vous préférez. Alors pour personnaliser le style ou en cas d'erreur, ça se définit également dans cet onglet. Cette fois, c'est dans l'onglet style. Alors ici, dans la combo éléments, vous choisissez les éléments que vous voulez personnaliser. Hop. Alors vous pouvez matérialiser les champs obligatoires dès l'affichage de la fenêtre. Ça, c'est la ligne verte, ici. Vous pouvez matérialiser les champs non remplis à la validation. Donc ça, c'est ce qu'on avait nous dans notre exemple. Ça, c'est la ligne orange. Et la ligne rose, juste en dessous, c'est pour les champs remplis, mais invalides. Ceux qui ne respectent pas les masques ou qui ne respectent pas les bornes. Donc, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Pour vous montrer, quand le champ n'est pas rempli à la validation, je le mets en fond vert et en texte blanc. Alors, fond vert et du coup, texte blanc. OK. Voilà, je refais Go. Hop. Fais un go de la fenêtre. Voilà. J'essaye de valider mon formulaire. Et voilà le résultat. J'ai personnalisé le style de mise en évidence d'une saisie non effectuée. Alors comme c'est des styles, vous pouvez les partager entre tous les champs. Bon, ça on verra comment faire après-demain. Alors là, je l'ai fait pour un champ. Et si je veux mettre à jour dans tous les champs de mon projet, eh bien, il suffit de cliquer sur « Mettre à jour le style dans le projet », ici. Alors là, on vous a montré la saisie obligatoire sur les champs de saisie. Cette saisie obligatoire en version 26, vous l'avez également sur les champs combo, sur les sélecteurs, sur les champs notation et sur les champs interrupteurs. Vous l'avez compris, la saisie obligatoire non bloquante de la version 26, c'est plus de confort, c'est plus d'efficacité pour tous les utilisateurs de vos logiciels. Et vous avez vu, ça se met en place très facilement. Il n'y a plus qu'à. Parlons maintenant de scrapping. C'est quoi le scrapping? Alors ça peut être du scrapbooking, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de scrapping web. C'est-à-dire qu'on va faire un programme qui va gratter, scrape en anglais ça veut dire gratter, des données sur le web. C'est-à-dire qu'il va aller récupérer automatiquement des données dans des sites. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, vous pouvez suivre un tarif pour faire une alerte promo, suivre des stocks pour faire des statistiques, récupérer des factures automatiquement sur des sites qui ne possèdent pas d'API, vérifier des adresses, suivre un cours de bourse, récupérer un relevé bancaire, etc. Bon, vous l'avez compris, il y a des centaines de cas d'utilisation. Pour faire du scrapping web avec WinDev, c'est facile, il suffit d'utiliser le nouveau type W-langage, HTML document. Allez, on vous montre. Alors ici, on a une appli qui permet de suivre l'évolution d'un tarif en analysant des pages web. L'utilisateur indique l'adresse de la page à surveiller, l'emplacement du prix dans la page, et l'appli fait le reste. Juste avant de continuer, je vais faire une petite parenthèse. Si vous voyez l'écran flou, c'est certainement que le mode de résolution par défaut de votre navigateur n'est pas correct. Alors pour corriger ça, il suffit d'aller dans la petite roue crantée en bas à droite et de choisir 1080p. Et regardez, moi je suis responsable marketing, donc je veux suivre l'évolution des prix chez les concurrents. Par exemple, les prix des escarpins. Alors pour ça, j'ai une application. Pour demander à mon appli de suivre un prix, je copie l'adresse de la page web du produit. Alors dans l'application, je clique sur « Suivre un produit », hop, et je colle l'URL de la page. Donc l'application m'affiche la page et me demande de cliquer à l'emplacement du prix. Donc je clique sur le prix. Voilà. Donc l'application m'affiche le prix actuel du produit pour confirmation. C'est bon, je clique sur suivre. Et voilà, ce produit est maintenant monitoré. Tous les jours, toutes les heures, l'application va récupérer automatiquement le prix sur le site et stocker sa valeur dans la base de données. Et comme ça, je peux suivre l'évolution du marché. Alors comment elle est faite cette appli? C'est facile, on a utilisé le nouveau type de variable HTML document de la version 26. Le type HTML document, ça marche comment? Le type HTML document, il permet d'analyser la structure d'un document HTML, la structure d'une page HTML. Pour ceux qui connaissent, c'est le DOM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle DOM l'arbre qui représente le document HTML.
C'est comme un document XML avec une racine, des nœuds, des attributs. Chaque nœud peut avoir des fils, des frères, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça donne le document HTML complet. Et en W-langage, eh bien, vous pouvez donc exploiter ce document directement en tant qu'objet sans analyser le code HTML à la main. Allez, fin des explications, on est au WinDev Tech Tour, on va voir le code. Alors en premier lieu, dans notre appli, on a utilisé le nouveau champ HTML de la version 26 pour afficher la page que l'utilisateur souhaite monitorer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque champ dans une page web, il a un identifiant unique. Dans cette appli, on va récupérer cet identifiant unique de l'élément à suivre. Là, dans notre exemple, c'est le prix. Alors pour que ce soit facile pour l'utilisateur, on lui demande de cliquer sur l'élément et le traitement, il va récupérer l'identifiant du champ qui a été cliqué. Alors dans notre exemple, ce code qui récupère l'identifiant de la balise qui a été cliquée, il est en JavaScript. Pour l'utiliser dans vos applis, c'est super facile, vous le copiez et vous le collez directement dans votre appli. Vous avez juste à changer une chose, c'est ici, c'est le nom de la procédure W-langage à rappeler. Mais comment ça se passe ensuite pour suivre le prix? Eh bien, cette appli, elle est relancée à intervalles réguliers par une tâche planifiée. Et pour récupérer le nouveau prix, l'appli utilise le type HTML document. Je vous montre. Le code pour récupérer le prix régulièrement, c'est HTML ouvre pour récupérer le code HTML de la page du produit. Ensuite, ce code HTML, je l'affecte dans une variable de type HTML document. J'utilise la nouvelle fonction 26 HTML cherche élément par ID qui me renvoie l'élément correspondant à l'identifiant que je cherche. Vous savez, celui que Caro a sélectionné tout à l'heure. J'utilise la propriété .texte sur l'élément HTML pour récupérer la chaîne correspondante, un peu de formatage du prix, et hop, dans la base de données. Et là, après, c'est un traitement standard de stats. Alors pour rechercher dans un document HTML, en plus de la recherche par ID, vous pouvez également utiliser les fonctions W-langage HTML cherche élément par balise, HTML cherche élément par classe, ou encore HTML cherche élément par nom. Autre avantage du nouveau type et vous pouvez aussi utiliser ce nouveau type HTML document dans un service Windows, dans un site web dev ou même dans une application mobile. Vous avez vu comment c'est facile? Vous vous imaginez en train de tenter de faire ça sans la version 26? Mais ça serait des manipulations de chaîne à n'en plus finir. En version 26, un type W-langage et hop, c'est magique. Vous vous concentrez sur le métier et vous avez tous les outils nécessaires pour faire des analyses de pages automatiques, du scrapping HTML avancé. Alors dans ce sujet sur l'environnement de développement, Marc va nous montrer 14 fonctionnalités qui vous font gagner du temps tous les jours. La première, c'est la recherche. La recherche de l'éditeur fourmille de fonctionnalités qui vous servent au quotidien. Vous allez voir, c'est formidable. Alors par exemple, est-ce que vous saviez que vous pouvez ouvrir jusqu'à 5 volets de recherche en même temps? Alors c'est facile, il suffit d'activer la punaise ici en bas à droite pour indiquer que ce volet est punaisé. Alors maintenant, quand je refais CTRL F, un deuxième volet s'ouvre et je peux faire une seconde recherche en parallèle. Et bien sûr, j'ai toujours accès aux résultats de la première recherche. Et je vous montre un exemple. Dans la première recherche, je cherche toutes les utilisations de UUID client pour vérifier que j'ai bien mis des variables de type UUID. Et ici, dans la procédure charger facture commande, je me rends compte que c'est un paramètre de la fonction. Du coup, je vais faire une deuxième recherche pour trouver tous les endroits où cette fonction est utilisée pour vérifier que c'est bien un UUID que je lui donne. Et ainsi de suite, jusqu'à 5. C'est super pratique. Tiens, d'ailleurs, un petit truc et astuce, la recherche, vous pouvez la déclencher en faisant CTRL F et en saisissant le terme à rechercher, ou encore plus rapide, vous sélectionnez le terme que vous voulez rechercher dans l'éditeur de code et vous faites CTRL F. Tiens d'ailleurs, en parlant de CTRL F, les raccourcis clavier de la recherche, vous êtes sûr de tous les connaître? Il y a le CTRL SHIFT F. Alors, le raccourci CTRL SHIFT F, il permet de forcer une recherche dans tout le projet. Les fenêtres, les états, les requêtes, le code, tout. Autre raccourci, le CTRL ALT F. Alors, le CTRL ALT F, lui, c'est l'inverse. Il fait une recherche uniquement dans l'élément en cours d'édition.
Puis un autre raccourci que j'aime bien, c'est le Alt F. Alors celui-là, ce n'est pas pour chercher dans votre projet, c'est pour chercher dans l'aide de WinDev. Par exemple, je veux savoir comment traiter du JSON avec WinDev. Regardez, je fais Alt F, je recherche JSON, je lance la recherche et WinDev m'affiche toutes les pages d'aide au sujet du JSON. Un double clic et WinDev ouvre directement la page d'aide. Et puis vous pouvez aussi affiner votre recherche. Alors par exemple, moi je veux rechercher les éléments qui contiennent nom ou prénom ou les deux. C'est facile, il suffit de mettre les deux termes, donc nom et prénom, séparés par un espace. Et si je veux rechercher la chaîne exacte, donc nom, espace, prénom, comment on fait? C'est facile, en fait, tu fais comme dans Google, tu les mets entre guillemets. Ok. Et si je veux exclure les lignes où il y a un prénom? Donc je veux juste nom sans prénom. Alors pour exclure un terme, tu fais aussi comme dans Google, tu mets un moins devant le terme à exclure. Donc du coup, ça ferait nom moins prénom. Et puis quand vous voulez des recherches encore plus avancées, vous pouvez aussi utiliser des expressions régulières. C'est pointu, mais ça rend des services. Allez, une dernière astuce sur les recherches. Quand vous en aurez besoin, vous me remercierez. C'est la recherche d'éléments. Alors par exemple, moi je veux changer le masque de saisie des noms des clients. Donc je recherche toutes les fenêtres qui possèdent un champ de saisie dont le libellé contient nom et qui est relié à la rubrique client.nom. Donc dans la zone de recherche, je sélectionne des éléments, ici. Je veux des champs de fenêtres de type saisie. Voilà. Le premier critère, c'est que je veux que le libellé contienne ici nom. OK. Et j'ajoute un deuxième critère pour indiquer que ce champ doit utiliser la rubrique HFSQL client.nom. Je clique sur rechercher et la recherche trouve tout, comme Géo. Cette recherche, c'est votre fin limier. Alors avant de continuer sur une autre belle fonctionnalité de la version 26, le Split View, je vous donne encore deux raccourcis bien pratiques. Le premier, donc je veux fermer tous les éléments ouverts, sauf celui sur lequel je suis en train de travailler. Donc le raccourci, c'est CTRL-ALT-W. Le deuxième, super pratique quand vous avez fermé par erreur un élément, vous faites CTRL-SHIFT-T. CTRL-SHIFT-T, c'est magique, ça réouvre le dernier élément fermé. Et ça, c'est très pratique quand vous êtes allé un peu vite. Alors maintenant, une fonctionnalité super pratique de l'environnement en version 26. Vous l'utilisez peut-être même déjà d'ailleurs. C'est le Split View. Avec le Split View, vous organisez votre environnement. Ça, c'est top quand vous avez un grand écran. Regardez, je vous montre deux usages. Premier cas, vous le savez, une fenêtre, ça peut avoir des plans. Et des fois, vous pouvez avoir besoin d'éditer deux plans différents de la même fenêtre en même temps. Alors pour faire ça, dans l'onglet Affichage, je clique sur Dupliquer. Et hop, j'ai maintenant deux vues de la fenêtre. Ensuite, je glisse une des vues vers la droite pour afficher les deux en même temps. Et à droite, je me place sur le deuxième plan. Alors ça, c'est pratique pour placer mes champs, les aligner, avoir une interface cohérente entre les différents plans. Ça évite les interfaces trop plan-plan. Alors le Split View, vous pouvez l'afficher comme ici en vertical. Et si vous voulez, vous pouvez également l'afficher en mode horizontal. L'horizontal, c'est plus pratique pour du code. Regardez, je vous montre. J'affiche le code du bouton commande et je split mon écran horizontalement. Du coup, j'ai la fenêtre et le code en dessous. Et si je veux travailler sur deux vues de code en parallèle, je peux aussi. Regardez. C'est super pratique. Mon environnement de travail s'adapte à mes besoins. Et si j'en veux 3? C'est pareil, en fait. Tu splits une fois de plus et t'en as 3. La seule limite, c'est la taille de ton écran. L'environnement de la version 26 est plus riche et plus intuitif que jamais. Vous bénéficiez de fonctionnalités avancées dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec la version 26, vous organisez votre environnement selon vos besoins et ça vous rend plus efficace. Alors vous le savez peut-être, aujourd'hui pour accéder à une boîte email hébergée par Microsoft depuis une application, il faut utiliser le protocole OAuth. Alors ça concerne tous les emails en Hotmail, en Live, en Outlook.com, etc. Alors le protocole OAuth, il est aussi utilisé chez Gmail, chez Yahoo, chez Apple. En fait, c'est un protocole standard.
Eh bien, bonne nouvelle, en version 26, c'est très facile d'utiliser le protocole OAuth avec les fonctions email du W-langage. Alors pour commencer, je vais faire un rapide rappel sur le protocole OAuth. OAuth, OAuth pour les anglophones, c'est un protocole d'authentification. Donc ça permet depuis une application de se connecter à une application sécurisée, comme un compte email, sans que l'appli ne connaisse le mot de passe. Alors vous savez, c'est les boutons « Connectez-vous avec Facebook » ou « Connectez-vous avec Google » que vous rencontrez sur plein de sites. Alors OAuth, comment ça marche? Votre application veut se connecter à un service qui a délégué son authentification à un serveur OAuth. Du coup, votre application doit s'authentifier auprès du serveur OAuth. Le serveur OAuth renvoie une page web sur laquelle l'utilisateur doit saisir son login et son mot de passe. Pour y ajouter encore plus de sécurité, il peut même y avoir une double authentification, avec un code par SMS par exemple. Si les informations saisies sont correctes, le serveur OAuth renvoie un token à l'application. Ce token, il prouve que l'utilisateur a été correctement identifié. Votre application doit ensuite transmettre le token au service qu'elle veut utiliser. Dans notre cas, ce sera Outlook. En programmation, à quoi ça ressemble un token? C'est facile, c'est une chaîne. Le point important avec le protocole OAuth, c'est que l'application n'a jamais connaissance du mot de passe de l'utilisateur. Elle connaît que le token, donc ça protège les mots de passe. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est de plus en plus utilisé. Se connecter via un serveur OAuth en W-langage, c'est facile. Et pour ça, il suffit d'utiliser la fonction OAuth-identifie pour déclencher la demande de token. Allez, je vous montre comment on fait. Aujourd'hui, on va se connecter à une boîte Outlook en utilisant l'exemple WD-Mail qui est livré avec WinDev. Donc là, on est dans la procédure authentification à Outlook. C'est le code spécifique pour faire l'authentification OAuth pour Outlook. Alors, bien évidemment, il n'est pas possible de récupérer un token OAuth depuis n'importe quelle application. Il faut que l'éditeur de l'application et l'application soient identifiés auprès du serveur OAuth. Alors concrètement, ça veut dire que vous devez remplir Client ID et Client Secret avec vos identifiants. Quand ces deux variables sont renseignées, vous appelez ensuite la fonction WLangage OAuth-identifie pour obtenir un token. Et ce token, vous l'utilisez pour ouvrir la session IMAP. Alors le Client ID et le Client Secret, vous vous demandez certainement comment on les obtient. Pour Outlook, déjà, vous devez posséder un compte développeur Microsoft. Ensuite, il faut inscrire votre application auprès de la plateforme Azure Active Directory. Ça vous donne le Client ID. Et ensuite, dans Azure, vous générez un mot de passe pour votre application. Et c'est ça le Client Secret. Allez, on va faire tout ça ensemble. Alors, toutes ces étapes, vous ne les faites qu'une seule fois pour votre appli. Alors, pour créer le compte développeur Microsoft, ça on vous laisse faire. Première étape, on a dit inscrire l'application dans Azure Active Directory. Donc, je vais sur le portail d'Azure. Hop, ça charge. Je me connecte avec mon compte développeur. Ok. Je vais dans le composant Azure Active Directory. Je choisis inscription d'application et je clique sur nouvelle inscription. Donc, je saisis le nom de mon application, WD-Mail, et j'indique à quel public s'adresse cette application. Alors ici, il y a 4 choix. En 1, compte dans cet annuaire d'organisation uniquement. Ce choix, c'est pour les applis internes des entreprises qui utilisent un Active Directory Azure. En 2, compte d'un annuaire d'organisation. Ce choix, c'est pour les applis pro distribuées en mode SaaS. En 4, compte Microsoft personnel uniquement. Bon, ça c'est facile, c'est pour les applis grand public. Il faut avoir un compte Microsoft. Et en 3, c'est tous les types de comptes. Ça marche dans tous les cas. Je vais utiliser ça, moi. Alors, quand l'utilisateur a fourni le bon login et le bon mot de passe, le serveur OAuth va envoyer un token à votre application. Et pour recevoir ce token, votre appli va écouter sur un port que vous spécifiez. Et ça, c'est fait automatiquement par la fonction OAuth-identifie. Vous n'avez même pas à le coder vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est recopier ici le paramètre que vous avez dans votre appli. Alors, pour une appli Windows, cette URL, elle a toujours la forme http://localhost, et le numéro de port. Dans mon code, on va aller voir ce que j'ai mis. Vous le voyez ici, j'ai choisi le port 9000. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette URL et je vais aller la coller directement dans la config de Azure, ici. Alors ensuite, je clique sur s'inscrire pour déclarer l'application. L'application est en cours de création. Voilà.
Et voilà, c'est fait. Alors ici, la première info importante à collecter, elle est là. C'est le client ID. Ici, bah, du coup, je le copie et je le colle dans mon code. Voilà. Alors, deuxième étape, pour que le serveur hôte reconnaisse mon application, je vais générer le client secret. Alors pour ça, je retourne dans le portail Azure et je clique sur certificat et secret. Alors ensuite, je choisis nouveau secret client. Je saisis une description, donc WD-mail, et je peux indiquer une date d'expiration. Je valide. Voilà. Donc là, on a la deuxième information nécessaire. Ici, c'est le client secret. Donc là aussi, copier et coller directement dans mon code. Alors pour Outlook, il y a un dernier élément qu'il faut configurer. Alors en fait, Microsoft demande à quel service votre application va se connecter. Les emails, OneDrive, les comptes Xbox, etc. Alors nous, on veut accéder aux emails Outlook. Alors pour ça, ça se passe dans la partie API autorisée. Je clique sur Ajouter une autorisation. Alors l'accès aux emails, c'est une API de la famille Microsoft Graph. Les deux services, les deux API qui nous intéressent ici, c'est imap.accessuser.all pour lire les emails avec le protocole IMAP. Donc c'est celle-ci, hop, je coche. Et smtp.send pour envoyer des emails. Ok, je coche et je valide. Alors, pour savoir quelles API sont nécessaires, vous avez tous les détails dans la doc de Microsoft. Et c'est tout. Enfin, mon application WD-Mail est prête pour accéder à un compte Outlook. Alors maintenant, je mets ma casquette d'utilisateur et j'utilise WD-Mail. Alors, à la première utilisation, je dois configurer WD-Mail. Mon adresse, c'est windevtour@outlook.fr. Hop. Suivant et terminé. WD-Mail se connecte au compte email de Manu. La fonction wlangage hôte identifie lance un navigateur pour faire l'authentification au hôte. Donc je m'identifie. Ok. Et là, quand je saisis mon mot de passe, je suis dans le navigateur, sur le site de Microsoft, en HTTPS. Je ne tape jamais mon mot de passe dans l'application. Ensuite, j'indique que j'autorise l'application WD-Mail à accéder à mes emails. Alors, cette phase d'authentification et d'autorisation, l'utilisateur final ne la fait qu'une seule fois. Ensuite, l'application, elle renouvelle automatiquement le token au hôte. Et pour ça, elle utilise la nouvelle fonction WLangage de la version 26, la fonction hôte renouvelle token. Alors, l'authentification au hôte a réussi. Je peux maintenant fermer le navigateur et j'ai accès à mes emails Outlook directement dans mon appli Windev. Alors, les voilà. Alors ici, je suis dans WD-Mail. C'est un exemple. L'intérêt, c'est de le proposer dans votre ERP, dans votre CRM, dans vos logiciels. L'authentification au hôte, ça marche pareil avec WebDev et avec Windev Mobile. Et ça marche pas que pour les emails, ça marche pour tous les services qui utilisent au hôte. Et voilà, on vient de voir en détail comment accéder en WLangage à une boîte email protégée par OAuth. Alors bien sûr, vous retrouverez toute la procédure expliquée en détail dans le support de cours. Alors pour accéder à Gmail, c'est exactement le même code, il faut juste enregistrer l'appli chez Google. À ce sujet, dans la liste 123, vous avez un magnifique article qui vous détaille toute la procédure pour Gmail. Outlook, Gmail, iCloud, Yahoo, en version 26, vous accédez très facilement à tous les fournisseurs de mail qui ont une authentification OAuth. Et plus généralement à tous les services qui proposent une authentification OAuth. Vous avez des sites web. Vous voulez réduire la charge sur vos serveurs web. Vous voulez pouvoir supporter plus de clients sans ajouter de ressources. Eh bien, c'est facile. Passez en 26 et profitez de la belle nouveauté qui libère les ressources dès qu'elles ne sont plus utilisées, le Heartbeat. Alors, le Heartbeat, c'est quoi? Heartbeat, ça veut dire battement de cœur. Pourquoi battement de cœur? Tant qu'il y a des heartbeats, ça permet au navigateur d'indiquer qu'il est encore en vie.
Donc si le serveur ne reçoit plus de requêtes, ni de heartbeat du navigateur, il en déduit que ce navigateur est fermé, et donc il ferme la session. Alors pour bien comprendre, je commence par un petit récap sur la façon dont WebDev gère les sessions utilisateurs. Donc, quand un internaute se connecte à un site, le serveur d'application WebDev démarre une session pour cet internaute. Chaque session, c'est un exécutable qui tourne sur le serveur et qui va exécuter tous les traitements serveur pour cet internaute. Chaque session, du coup, elle occupe de la mémoire. Si on les laisse tous tourner, au bout d'un moment, il n'y a plus de mémoire. Alors pour économiser la mémoire, WebDev termine automatiquement les sessions au bout d'un certain temps d'inactivité. L'inactivité, c'est s'il n'a pas reçu de requête du navigateur. Ce temps, c'est ce qu'on appelle le timeout. Ce timeout, il est réglable dans l'administrateur WebDev. Alors ce timeout, il est global au serveur d'application et il peut être surchargé pour chaque site. Alors, c'est quoi la bonne valeur pour le timeout? Alors un timeout long, ça peut avoir un intérêt, parce que l'internaute, il peut être interrompu dans son travail, par le téléphone par exemple. Et quand il revient, c'est mieux s'il n'a pas été déconnecté, s'il n'a pas perdu sa session, ses recherches en cours, ses fiches en saisie. Un timeout court, ça a aussi un intérêt. Donc quand l'internaute quitte le site ou ferme son navigateur, le serveur met fin à la session plus rapidement. Et donc la mémoire est libérée plus rapidement. Mais là, vous avez le problème inverse. Un utilisateur actif sur le site qui a besoin de répondre au téléphone, il risque de voir sa session se fermer parce qu'il a cliqué sur rien pendant 5 minutes. Il perd son travail en cours. Et le pire des cas, c'est quoi? C'est quand l'internaute a fermé son navigateur. Parce que là, on est sûr que la session, elle ne sert plus à rien. Si on a mis un timeout à 1 heure, pendant 1 heure, on consomme des ressources pour rien sur le serveur. Eh bien en version 26, vous avez le beurre et l'argent du beurre grâce au Heartbeat. Le Heartbeat, c'est un mécanisme automatique du serveur d'application qui vérifie que le navigateur est encore ouvert. Quand l'internaute ferme son navigateur, le Heartbeat le signale et ferme la session sans attendre le timeout. Comme ça, vous avez le meilleur des deux. Vous fixez un timeout à 30 minutes, vos utilisateurs peuvent tranquillement répondre au téléphone ou aller manger sans risquer de perdre leur travail. Et grâce au Heartbeat, vous n'avez plus de sessions inutiles qui traînent et qui surchargent votre serveur. Alors en pratique, le Heartbeat il va vérifier toutes les X minutes que le navigateur est toujours ouvert. Donc cette fréquence de vérification, elle est calculée automatiquement par le serveur d'application WebDev. Et bien entendu, vous pouvez fixer vous-même cette fréquence. Donc ça se fait par programmation avec la fonction wlangage, session Heartbeat active. Par exemple pour mettre 5 minutes. Si vous voulez également, vous pouvez même désactiver totalement le Heartbeat. Alors regardez une mesure sur un serveur réel. Le serveur, il traite environ 10 000 sessions par jour. Le graphe, il montre la charge moyenne de la mémoire du serveur sur 24 heures. Alors à gauche, c'est le serveur d'application en ancienne version 25, donc sans le mécanisme de Heartbeat. La charge moyenne, elle s'établit à 71% de la mémoire totale de la machine. À droite, c'est le même serveur après qu'il soit passé en version 26. Alors automatiquement, grâce au Heartbeat de WebDev 26, la charge est tombée à 32%. Avec le Heartbeat, sans changer votre matériel, le serveur supporte 2 fois plus de charge. Et je vous rappelle, au niveau du code, il n'y a pas plus facile, il n'y a rien à faire. Le mécanisme de Heartbeat, il est automatique. Grâce au Heartbeat de la version 26, vous optimisez vos ressources matérielles au maximum. L'OCR, une belle nouveauté de la version 26. L'OCR, ça veut dire Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractère. Un OCR, ça permet de retrouver du texte à partir d'une image. Alors on va prendre un exemple. Vous avez pris des documents en photo, un passage à l'OCR et vous pouvez faire une recherche dessus. Oula, doucement Caro, ça c'est le sujet d'après-demain. Ah. Aujourd'hui, on va vous parler de comment réduire la zone de l'OCR. Ah oui, c'est vrai que pour automatiser des traitements, on peut vouloir laisser l'utilisateur choisir les zones à analyser et indiquer ensuite à quel champ de la base de données ils correspondent. Oula, doucement Manu, parce que ça c'est le sujet de demain. Aujourd'hui, en fait, on va faire ensemble la brique de base, comment l'utilisateur peut sélectionner la zone à océriser. Alors j'ai ici un projet support, on va le faire dans ce projet. Eh bien allez, c'est parti. Alors première étape, on crée une fenêtre. On va utiliser un modèle de fenêtre de l'application, comme ça on a un look sympa. Ok. Alors dans cette fenêtre, je crée tout d'abord un champ image. Dans ce champ, je vais afficher le document sur lequel on veut utiliser l'OCR. Alors bien sûr, depuis votre application, vous pouvez piloter le scanner pour faire l'acquisition d'images. Mais vous pouvez aussi travailler directement sur une image. C'est ce qu'on va faire ici. Et si j'ai un PDF ?
Alors c'est pareil, le champ image de WinDev, il affiche aussi bien des images que des PDF. Alors regarde, dans le répertoire du projet, On va prendre la meilleure. Ce sera plus rapide. le voilà. Dans le répertoire du projet, j'ai le PDF d'une facture. C'est un PDF image d'ailleurs. Alors, dans cette facture, je veux récupérer le texte correspondant au nom et à l'adresse de facturation. Alors, je vais afficher ce PDF dans le champ image. Donc, pour ça, on va mettre son chemin dans le presse-papier. Voilà. Alors, dans le code d'init de la fenêtre, j'affecte directement le champ image avec le chemin du fichier PDF. Voilà. Alors ensuite, pour pouvoir sélectionner la zone sur laquelle faire l'OCR, on va utiliser un lasso. Comme ça sera facile. Ce lasso, vous vous en doutez, on ne va pas l'écrire de zéro. Il est livré en standard dans WinDev, dans l'exemple WD lasso. Allez, je vous montre l'exemple. Dans la fenêtre de bienvenue, je clique sur ouvrir un exemple. Je cherche lasso. Je double-clique dessus. J'ouvre le projet. Je vais faire un go pour vous montrer comment il fonctionne. Alors, dans cet exemple, je sélectionne une image au lasso, à la souris, et l'exemple zoom dessus, zoom sur la partie que j'ai sélectionnée. Bon, en fait, cette sélection au lasso, c'est exactement ce que je veux proposer à mes utilisateurs. Allez, je vais dans le code de l'exemple. Hop. Donc, je vois que le lasso, il est fait avec une classe CLasso. Donc dans le projet OCR, je vais importer cette classe CLasso. Alors, je réouvre le projet OCR. Alors, dans le ruban, volet projet, je choisis importer. Importer des éléments WinDev. Je sélectionne le répertoire dans lequel se trouve la classe importée. Et là, WinDev me propose tous les éléments qu'il contient. Alors, je coche la classe lasso et je valide. OK. Je peux copier ou partager. Ici, je copie. Et voilà, la classe est dans mon projet. C'est la classe. Alors, le code pour utiliser ce lasso maintenant. Alors, dans le code d'initialisation de ma fenêtre, je déclare un objet lasso. Le constructeur de l'objet, il attend un champ image. C'est le champ image sur lequel il fera le lasso. Donc, le champ image, c'est IMG-OCR. Ensuite, il me reste à déclencher l'OCR lorsque l'utilisateur a terminé la sélection avec le lasso. Alors ici, pour vous montrer, je vais mettre un bouton OCR et un champ de saisie pour afficher et vérifier le résultat de l'OCR. Alors, un bouton OCR, un champ de saisie, voilà, Voilà, un petit ancrage sur le bouton. un petit ancrage sur le bouton. Ancrage, il va se déplacer à droite, et voilà. Voilà. Le code du bouton OCR, c'est quoi? Alors, c'est champ de saisie égale OCR extrait de texte. La fonction OCR extrait de texte, elle attend deux paramètres. Une image et les coordonnées d'un rectangle dans cette image. Bon, l'image, c'est facile, c'est mon champ image. Et le rectangle, c'est le rectangle que l'utilisateur aura sélectionné au lasso. Donc, il me faut un rectangle. Donc, je déclare une variable monRectangle de type rectangle. Et dans ce rectangle, je récupère la zone sélectionnée par l'utilisateur au lasso. Donc, mon rectangle est un rectangle, mon rectangle.x égale talasso.x, mon rectangle.y égale talasso.y, mon rectangle.largeur égale talasso.largeur, mon rectangle.hauteur égale talasso.hauteur. Hauteur, hauteur. Un petit truc et astuce, mais important. Quand on demande un OCR sur un PDF, l'OCR fait une image de ce PDF. Alors, lors du dessin de cette image, pour avoir la meilleure qualité possible pour reconnaître les caractères, le dessin il est fait en 300 dpi. Or, mon écran, lui, il n'est pas en 300 dpi. Un écran classique, affiché en 100%, il est en 96 dpi. Donc ici, il faut que je fasse une règle de 3 pour convertir les coordonnées de l'écran en 300 dpi. Sinon, je ne vais pas OCRiser les bons endroits. Donc du coup, toutes les valeurs, il faut que je les multiplie par 300 et que je les divise par 96. Alors ici, on met 96 en dur, c'est le débit de notre écran. Mais dans le support de cours, on vous a mis le code pour récupérer le débit de l'écran sur lequel est affichée la fenêtre. Autre truc et astuce, ici le champ image, il est configuré pour afficher l'image en 100%. Comment ça se passe si, pour des raisons d'utilisabilité, je mets mon image en homothétique centrée par exemple? Les coordonnées que je vais récupérer du lasso, elles ne correspondront plus du tout à l'image à 100%. Pour répondre à cette problématique, il y a une nouvelle fonction qui fait son apparition en version 26, c'est la fonction coordonnées champ image vers image.
Cette fonction, elle convertit les coordonnées d'un rectangle affiché, enfin dans le champ image qui est affiché à l'écran, vers le même rectangle dans l'image à 100%. Bon, bah en avant, on essaye. Allez, Et go. Là, ma facture PDF s'affiche. Alors moi, je veux récupérer le nom et l'adresse de facturation. Donc c'est en haut à gauche. Avec le lasso, je sélectionne la zone avec le nom et l'adresse. Et je clique sur le bouton OCR. Et voilà, le texte est récupéré dans mon champ de saisie. L'OCR est terminé, vous avez le texte. À partir de là, vous pouvez stocker le résultat dans une base de données pour faire des recherches, récupérer toutes les infos pour tout intégrer dans la compta, vous programmez ce que vous voulez. Grâce à l'OCR de la version 26, vous pouvez facilement extraire le texte de n'importe quelle image ou n'importe quel PDF. En quelques lignes de code seulement, vous partez à l'assaut de nouveaux marchés. Nouveau sujet, on va parler d'infra. Alors Docker, on connaît tous l'empaquetage des sites et des serveurs d'application. Quand on veut déployer facilement un site, on crée un conteneur Docker. Ça nous fait un gros paquet où il y a tout dedans. Et pour le déploiement, le serveur Docker se débrouille. Mais Docker, ça ne fait pas que ça. Alors imaginez, vous avez un site qui est configuré pour 1000 clients. C'est votre moyenne de connexion. Mais au Black Friday, vous avez 15 000 clients qui se connectent en même temps. Et il y a certainement moi dans les 15 000. Alors, une des méthodes qui permet d'absorber la charge, ça peut être d'utiliser Docker. Donc, quand vous créez votre site, vous indiquez les paramètres adéquats. Et dès que c'est nécessaire, par exemple quand il y a plus de 1000 clients connectés, hop, Docker instancie automatiquement un nouveau conteneur et ça monte en charge. En fait, c'est Docker qui répartit la charge. Et pour ces paramètres, vous pouvez bien sûr vous référer au support de cours. alors pour ceux qui ne sont pas intimes avec Docker, je vais faire un rapide rappel. Docker, c'est une technologie de conteneurisation. Le principe, c'est d'exécuter une application, un site web, dans un environnement isolé, duplicable et à ressources contrôlées. Alors isolé, ça veut dire que quoi que fasse votre appli, ça n'aura aucun impact sur les autres sites qui tournent sur le même serveur. On appelle ça un conteneur. Duplicable, ça veut dire que vous pouvez lancer une instance, 5 instances, 50 instances ou même 500 instances de votre application facilement. Et à ressources contrôlées, ça veut dire que c'est l'administrateur du serveur Docker qui contrôle précisément les ressources min et max à disposition de chaque conteneur. Les ressources, c'est la puissance CPU, la quantité de RAM, etc. Alors pour qu'un site fonctionne dans Docker, il y a 7 points à vérifier. On va les détailler ensemble. Premier point, l'exécution de Docker se fait sous un environnement Linux. Les conteneurs Docker créés par WebDev sont basés sur la distribution Debian. Donc assurez-vous d'avoir coché la case « Activer les erreurs de compatibilité Linux » dans votre projet. Deuxième point, quand vous manipulez des fichiers, utilisez toujours le répertoire renvoyé par la fonction wlangage frep_données. Parce que quand un conteneur s'arrête, tout son contenu est réinitialisé, sauf ce répertoire. Troisième point, quand vous générez le Dockerfile avec WebDev, vérifiez bien dans l'assistant que tous les fichiers sont bien placés dans le répertoire virtuel data, pour que justement qu'ils se retrouvent dans le répertoire frep_données. Alors, ça se fait automatiquement pour les fichiers HFSQL, mais n'oubliez pas un point .ini ou une image par exemple. Quatrième point, Docker ne supporte pas de procédure d'installation. Donc Docker ne sait pas faire automatiquement la modif auto. C'est pas bien grave, vous rajoutez un hmodify structure dans le code d'init du projet et vous êtes tranquille. Cinquième point, un conseil, si vous avez un système complexe, par exemple un ou plusieurs sites, des web services et une base de données, vous pouvez les regrouper et les déployer ensemble avec la technologie Docker Compose. En fait, ça vous permet d'être sûr que tous les composants de votre application sont synchronisés. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans la construction d'un fichier de Docker Compose, on vous a mis un exemple dans le support de cours. Un autre conseil, faites des sauvegardes de vos données. Ce n'est pas parce que vous avez plusieurs conteneurs que vous pouvez vous passer de backup. La redondance, ça veut juste dire que si un problème écrase vos données, il les écrasera sur toutes les machines à la fois. Et le septième point, Docker, ça va encore plus loin. Vous pouvez aussi regrouper plusieurs serveurs Docker et former un cluster. Donc pour ça, il faut utiliser d'autres outils comme Swarm ou Kubernetes. Si vous avez des questions, vous pouvez demander conseil à Captain Docker. Eh ben bravo! Le capitaine, il est aussi disponible pour des consultings. Alors je vous le rappelle, les consultings, ça se fait ou en présentiel ou en visio. Vous avez le choix. Et ça commence à partir d'une demi-journée d'intervention. Et c'est pas que sur Docker, c'est sur tous les sujets. Yes!
Ça y est, j'ai quasi le consulting. Voilà, dans ce sujet, on a vu rapidement quelques conseils d'utilisation de Docker. Je vous rappelle que vous retrouverez un article complet sur Docker avec de nombreux exemples et encore d'autres astuces dans la LST 122. Allez-y, l'article, c'est moi qui l'ai écrit. Avec Docker pour WebDev, non seulement vous déployez facilement vos sites et vos web services, mais en plus vous absorbez les montées en charge. Nouveau sujet, on va vous parler de WebSocket et du serveur de WebSocket qui est inclus dans WebDev 26. Et pour ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir notre spécialiste des sockets, une grande ballerine, Jérôme. Bonjour à tous, Emmanuel, plaisir partagé. Alors Jérôme, t'as mis quoi comme socket aujourd'hui? Ah ben j'ai mis mes sockets 26. Et d'ailleurs, je vous ai même amené une paire chacun. Les jaunes pour Manu, hop, Merci. et les bleus, hop, pour Marco. Voilà, je te laisse lui passer. Merci. Alors, on va illustrer ce sujet avec l'exemple d'un site de commerce qui affiche en temps réel l'état du stock des produits. Alors, regardez. Hop. On ouvre le site. Et voilà. Donc, j'accède à la fiche d'un produit, ici, des chaussettes. Le site m'indique qu'il en reste 40 en stock. Non, il n'y en a plus que 37 là. 35. Ça baisse vite là les gars. Faudrait se bouger pour commander. D'autant qu'on en a besoin pour le workshop de demain. Alors, comment afficher l'état du stock en temps réel sur une page web? Alors le moyen le plus efficace de faire ça, c'est des WebSockets. Avec WebDev 26, c'est facile. Le comportement habituel d'un site en web, c'est que le navigateur demande au serveur de lui envoyer des infos. Et le serveur les lui renvoie. Avec les WebSockets, le navigateur n'a pas besoin de demander les infos. Le serveur décide tout seul quand envoyer les données. Alors le serveur, c'est un serveur spécifique, c'est un serveur de WebSocket. Et pour utiliser un serveur de WebSocket, la seule chose à faire, c'est depuis le navigateur, il faut ouvrir une connexion avec ce serveur de WebSocket. Une fois la connexion ouverte, vous disposez d'un canal de communication bidirectionnel entre le navigateur et le serveur de WebSocket. Alors, un serveur de WebSocket, ça peut servir à mettre à jour un tableau de bord, à afficher un stock en temps réel, à prévenir qu'une chambre d'hôtel ne va plus être disponible, à faire des applis de travail collaboratives et même des jeux multijoueurs en ligne. Tout ça, ça se fait très bien avec des WebSockets. C'est une techno qui permet de faire du temps réel en web. Allez, niveau programmation, on vous montre comment ça se met en place avec WebDev 26. Le serveur de WebSocket, c'est une configuration de projet. Alors, je vous montre le serveur de WebSocket qui est utilisé par le site de e-commerce qu'on vient de voir. Le serveur de WebSocket, il surveille la table des stocks. Dès qu'un produit a sa quantité qui change, le serveur de WebSocket envoie un message à tous les navigateurs qui sont sur la page de ce produit avec la nouvelle quantité. Pour surveiller les stocks, c'est facile, j'utilise la fonction wlangage hsurveille. Alors, je vous le rappelle, la fonction hsurveille, elle surveille un fichier de données HFSQL. Dès que ce fichier est modifié, elle vous avertit et appelle la procédure de votre choix. Alors vous pouvez demander à hsurveille de surveiller un seul enregistrement ou tous les enregistrements d'un fichier. Donc nous ici, bien sûr, on a demandé à surveiller tous les enregistrements. Vous pouvez également demander à monitorer les ajouts, les modifications, les suppressions. Ici, on surveille les modifications. Alors quand un enregistrement du fichier stock est modifié, ça appelle automatiquement ma procédure renvoi stock à jour. Ok, la procédure envoi stock à jour, elle va envoyer la nouvelle valeur du stock. Mais à qui? À tous les navigateurs connectés? Ben non, seulement ceux qui sont sur la page de ce produit. Alors du coup, comment je sais lesquels c'est? Eh bien là, c'est le navigateur qui m'aura prévenu. Quand un navigateur arrive sur une page de produit, il envoie un message au serveur de WebSocket et il lui dit les produits affichés par la page. Alors côté serveur, ça appelle automatiquement le traitement réception d'un message d'un client. Alors, ce traitement réception d'un message, c'est un des traitements spécifiques des serveurs de WebSocket. Il y en a d'autres, on en reparlera juste après. Alors ce traitement, il reçoit deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une variable de type WebSocket client. C'est pour identifier le navigateur qui a envoyé le message. Le deuxième paramètre, c'est le message qui a été écrit dans la socket. Je vous rappelle, avec WebDev, pour écrire dans une WebSocket, c'est très facile en code navigateur. Ça se fait avec la fonction wlangage socket écrit.
Le format des messages et leur contenu, c'est vous qui le définissez en fonction de vos besoins. Ici, le navigateur envoie simplement la référence produit. Et côté serveur, je mémorise cette référence produit dans le point note de la variable qui correspond au navigateur. Ok. Maintenant, le serveur sait quel navigateur visualise quel produit. Il sait à qui envoyer les mises à jour de stock. Donc, dans la procédure renvoi stock à jour, on parcourt le tableau des clients connectés. Alors ce tableau des clients connectés, vous l'obtenez très facilement avec la fonction wlangage WebSocket liste clients connectés. Et pour chaque client, s'il est sur la page du produit dont le stock a changé, le serveur lui envoie la nouvelle valeur du stock. Et je vous rappelle, côté navigateur, quand on se connecte à une WebSocket avec la fonction socketConnect, il faut fournir une procédure callback. Cette procédure callback, en fait, elle est rappelée à chaque fois que le serveur de WebSocket envoie un message. Et du coup, dans cette callback, vous mettez à jour le stock dans la page, par exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça avec WebDev 26. Alors là, on a vu un exemple concret de serveur de WebSocket. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous créez une configuration serveur de WebSocket dans votre projet, ça ajoute des traitements spécifiques dans le projet. Je vous les montre rapidement. Alors, il y a le traitement réception d'un message client, on l'a vu. Il y a le traitement boucle de service global. Alors ça, c'est un traitement qui s'exécute en boucle, en permanence. Il y a les traitements connexion et déconnexion d'un client. Ces traitements, ils reçoivent en paramètre une variable WebSocket client pour identifier le client concerné. Et enfin, le traitement d'arrêt du service, par exemple, pour prévenir tous les navigateurs connectés que le serveur de WebSocket va s'arrêter. Attention, il y a une chose importante à savoir dans le serveur de WebSocket. C'est que chaque connexion cliente a un contexte indépendant. Alors un contexte HFSQL indépendant et aussi un contexte de variable indépendant. Les différents clients ne partagent pas les globales du projet. Les WebSockets, c'est le moyen d'envoyer des infos à un navigateur quand le serveur le décide. Et en version 26, les WebSockets et le serveur de WebSocket, c'est livré en standard. Et pour le sujet suivant, je vous laisse avec Caro et je vous dis à bientôt. Et maintenant, on va parler mobile et d'un fabuleux outil que WinDev Mobile 26 vous offre pour gérer vos applications en entreprise. Maintenant, vous avez votre propre store privé. Ce store, on le trouve dans la nouveauté MDM. Alors, MDM, c'est pour Mobile Device Management. Alors le MDM, il vous permet de déployer et de mettre à jour vos applications Android et iOS sur une flotte de téléphones. Il vous permet aussi de gérer vos applications d'entreprise, les utilisateurs de ces applis et leurs droits. Alors concrètement, comment il se présente ce MDM ? Bien, le MDM, c'est un site web. Vous l'installez sur un de vos serveurs ou vous le mettez dans le cloud, par exemple chez PCS Cloud. Je vous montre. L'accès à votre MDM, évidemment, il est sécurisé. Les utilisateurs ont un login et un mot de passe. Alors là, je me connecte à mon MDM avec le compte superviseur. Voilà. Et j'arrive sur un tableau de bord. À gauche, le tableau de bord affiche les applis que j'ai rendues disponibles dans mon store privé. En haut, j'ai la gestion des utilisateurs, de leurs droits, la gestion des différentes mises à jour de l'application, puis il y a les statistiques et le paramétrage des configurations hautes. Alors moi, j'ai développé une nouvelle appli de gestion de stock pour mon entreprise. Maintenant, comment je la mets à disposition de mes utilisateurs dans le MDM ? Alors, c'est très facile. La première chose à faire, dans ton appli, il faut que tu dises à ton appli qu'elle va être distribuée par le MDM. Donc, dans WinDev, tu vas dans le volet Projet. Il suffit de cliquer sur le bouton GPU MDM. Ensuite, tu actives les services MBAS et tu as juste à choisir les services dont tu veux bénéficier. Alors tu dis que tu utilises le groupeur utilisateur pour gérer les droits de tes utilisateurs et le MDM. En dessous, tu indiques où est hébergé ton store, ton MDM. Alors moi ici, je l'ai mis dans une plateforme MDM de PCS Cloud. L'avantage, c'est que tout est intégré, tout est configuré, moi j'ai rien à gérer. Alors puis bien sûr, vous pouvez aussi héberger le MDM sur vos propres serveurs. Et dans l'onglet MDM, tu peux définir les options pour gérer ton store privé. Par exemple, lorsqu'une mise à jour est dispo, est-ce que ça va afficher une fenêtre ou envoyer une notif ? Je valide. Et c'est prêt. Maintenant, il te reste à recompiler et à régénérer ton appli.
Ensuite, on retourne dans le portail du MDM, dans la liste des applications. Alors, on va se reconnecter. Hop. Toujours avec le compte superviseur. Bon courage. C'est le plus dur. Hein. Et du premier coup. Du premier Yes. coup. Hein. Alors, dans le portail du MDM, dans la liste des applications, à gauche, ton application est apparue. Ben non, elle est à moi. Elle n'est pas apparue. Oui, bon. Maintenant, il faut uploader l'application dans le portail MDM. Pour ça, tu cliques sur l'onglet MDM, sur Uploader une version, et tu as juste à sélectionner le fichier sur ton disque dur. Alors le fichier à uploader pour une appli Android, c'est le fichier APK qui est dans le répertoire exe du projet. Pour une appli iOS, c'est le fichier IPA que vous récupérez en sortie de la compilation sur le Mac. Tu valides, et ça y est, ton appli, elle est dispo sur ton store privé. Mais c'est trop bien le MDM. Et comment je définis les droits d'accès à l'application? Parce que là, pour cette appli, les stagiaires n'y ont pas accès. Ah ben ça aussi, c'est facile. Tiens, je te montre sur une de mes applis. Dans le tableau de bord du MDM, tu sélectionnes ton appli, tu sélectionnes le groupe des stagiaires, tu cliques sur Gestion des droits. Alors ensuite, pour régler les droits, tu as deux façons de faire. Soit tu bloques l'accès par défaut et tu donnes l'accès aux utilisateurs autorisés, c'est le plus sûr. Alors ça, il te suffit de cocher par défaut ne pas autoriser l'accès aux éléments. Autre solution, si tu autorises l'accès par défaut, eh bien dans ce cas, il faut interdire explicitement aux stagiaires d'accéder à l'application. D'accord, et maintenant, les utilisateurs, comment ils font pour installer l'application sur leur téléphone? Eh bien, le tableau de bord du MDM, il te donne le lien d'installation de l'application. Il te suffit d'envoyer ce lien d'installation, à tes utilisateurs, par email par exemple. Et voilà, l'utilisateur peut maintenant installer son appli. Et pour les mises à jour ensuite, ça se passe comment? Ah bah c'est encore plus simple. Pour les mises à jour, toi, tu as juste à uploader la nouvelle version de l'application dans le MDM. La mise à jour, elle sera proposée automatiquement aux utilisateurs. Voilà, on a découvert ensemble le MDM, le Mobile Device Management, livré avec la version 26. C'est un outil formidable pour gérer facilement des applications mobiles d'entreprise. Vous gérez les installations, les mises à jour et les droits des utilisateurs. Grâce à ce MDM, vous n'avez plus besoin du store public, donc plus besoin de faire valider vos applications par Apple ou par Google. Le MDM de la version 26, c'est votre store, rien qu'à vous. Et bien voilà, cette première étape du WinDev Tech Tour se termine. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu d'être avec vous. On se dit demain, 14 h, heure de Paris, pour la deuxième étape de ce WinDev Tech Tour. Alors demain, encore de la technique. On vous montrera comment recevoir un SMS quand un serveur de votre infra tombe en panne. On verra comment faire des interfaces asynchrones, donc qui ne bloquent jamais l'utilisateur. Comment faire de magnifiques emails HTML sans avoir aucun goût, comme moi. Et vous découvrirez le nouveau concept des variables glocales et ce qu'elles vous offrent. Et plein d'autres sujets toujours aussi intéressants. Et demain, nous aurons une invitée surprise pour un sujet très spécial. Préparez-vous à jouer avec nous en direct. Merci à tous et à demain. Merci à tous, bon après-midi et à demain. Merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à demain.